Salut tout le monde, bienvenue dans cette après-séance qui sera consacrée à Dans le Noir, dont le titre original est Lights Out de David F. Sandberg. J'ai beaucoup de mal à imprimer son nom. Il a été écrit et réalisé par Sandberg et basé sur un court-métrage qui date d'il y a quelques années et que Sandberg avait lui aussi réalisé et écrit pour le coup. Et ce court-métrage est d'ailleurs sur YouTube, je vous incite vraiment à le voir si c'est pas le cas. C'est un modèle d'efficacité, c'est un film qui est très simple, très court, très efficace. Et qui me fait penser pas mal en fait à ce qu'avait pu produire un mec qui s'appelle Drew DeWalt il y a quelques années aussi, qui est un mec qui avait une chaîne qui est toujours en ligne, où il s'est spécialisé en fait dans le court-métrage d'horreur extrêmement court et efficace avec des concepts très ludiques qui vont vraiment droit au but. Donc je vais vous linker quelques liens dans la description de la vidéo, je vous conseille d'aller voir ça. Mais bref, le long métrage donc Dans le Noir. Alors l'histoire très rapidement, même si je vous conseille d'avoir vu le film avant de voir la vidéo, mais pour celles et ceux qui s'aventureront dans la vidéo quand même, l'histoire c'est celle d'un gamin d'une dizaine d'années qui vit avec sa mère dans une grande bâtisse pleine d'ombres super cheloues. Il va se rendre compte que sa mère parle avec quelqu'un d'autre, donc il se demande si elle n'a pas un souci d'ordre psychologique, d'autant qu'elle a des antécédents à ce niveau. Sauf qu'il va se rendre compte très rapidement que c'est pas forcément le cas, et qu'en fait il y a une troisième entité dans la maison, qui est une créature en fait dont le principe est très simple, c'est qu'elle n'existe que dans l'obscurité. Dès qu'il y a une lumière, elle perd toute existence tangible. Par exemple, si elle se tenait dans l'obscurité avec un objet, on met la lumière, pouf, d'un seul coup l'objet est figé dans l'espace et tac, il tombe. Et voilà, donc le gamin va appeler sa grande sœur ou grande demi-sœur à l'aide, qui est une fille d'une vingtaine d'années qui habite en ville, qui est en délicatesse avec la mère, et elles se sont séparées en de mauvais termes, depuis que le père est prétendument parti. Suspense, suspense. Et voilà pour la base du film. Et je comptais pas du tout faire une après-séance dessus, en fait. Je vais pas vous dire que cette après-séance est en retard, il est par-delà en retard, puisque les après-séances essaient de rebondir quand même sur l'actualité, quitte à être un tout petit peu en retard. Là, c'est hors concours. Mais en fait, j'ai vu Dans le Noir très récemment, et j'ai presque regretté d'avoir loupé sa sortie en salle, parce que ça m'a interpellé sur pas mal de points, et notamment sur la thématique des incohérences, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette vidéo, et que je fais une entorse au principe des après-séances juste une fois n'est pas coutume. Donc je vais revenir un petit peu sur les incohérences après, mais voilà, donc c'est parti. Je vais commencer par les points positifs quand même, avant d'aller dans le négatif. C'est pas un film que j'ai aimé, il m'a dérangé sur plein d'aspects, mais il y avait quand même des trucs à sauver dedans, il y a certaines fulgurances, notamment en termes de mise en scène, mais en même temps, avec un principe aussi simple, fort, efficace et ludique que cette créature qui ne peut exister que dans l'obscurité. Il faudrait vraiment le vouloir pour tout louper en termes de mise en scène. Il y a juste une dimension, encore une fois, purement ludique qui permet d'avoir des scènes qui fonctionnent très bien. Notamment, il y a celle où la créature apparaît pour la première fois dans l'appartement de l'héroïne, avec cette lumière au néon rouge qui apparaît par intermittence. Et là, le film, contrairement au reste du temps, justement prend le temps d'instaurer une tension vraiment avec la nana qui descend tout doucement le long du lit, qui voit cette forme, qui prend conscience finalement de ce que peut être cette forme, avec ce bruit très dérangeant, la forme qui grave quelque chose dans le sol. Ça fonctionne bien. Il y a une autre scène avec le gamin, la première fois en fait qu'il entend sa mère parler à quelqu'un d'autre, qui va la voir, elle est dans l'obscurité totale. Et il va y avoir cette ombre derrière très tangible, très organique, qui prend en fait le dessus sur tout le décor. Et là, le film arrive à toucher du doigt vraiment ce que sont les peurs d'enfants, ça nous remet dans cet état d'esprit. Et c'est pas pour rien que James Wan a produit le film. On voit très bien tout ce qui a pu l'inspirer dans ce rapport à la thématique de l'enfance, mais pour moi, la comparaison s'arrête là. Dans le Noir n'est pas du tout aussi brillant en termes de mise en scène que ce que peut faire Wan en termes de réalisation, à côté, notamment avec le dernier Conjuring qui a poussé vraiment le truc très loin. Et je parle pas uniquement de tous ces mouvements de caméra qui sont assez chiadés, je parle aussi vraiment de son rapport au temps, sa manière d'arriver par-delà tous les mouvements de caméra et toute la dynamique du film, à prendre son temps et à étirer vraiment la tension jusqu'à son point de rupture. Il y a un talent chez Wan pour arriver à faire ça, et aussi prendre le contre-pied de toutes les attentes qu'on peut avoir avec le fameux phénomène du est-ce qu'il va y avoir une menace là, est-ce que ça va surgir? Non, en fait ça va surgir derrière, non pas du tout, non ça va surgir devant, non pas du tout, et en fait il arrive à repousser tellement la vraie source d'action qu'il arrive encore à prendre le contre-pied des attentes, même des spectateurs les plus initiés, entre guillemets, j'ai l'impression, même si au bout d'un moment, il pourra pas juste faire 18 fausses alertes à chaque fois, donc il y aura une impasse à laquelle il va se confronter tôt ou tard, mais ça c'est une autre histoire. Et voilà, il y a une vraie démarche de Wan en tant que réalisateur dans ce sens-là, et Dans le Noir, en fait, est beaucoup plus classique, beaucoup plus attendu à ce niveau. Par rapport à l'influence de Wan, j'attendais aussi un travail un petit peu particulier sur la créature, parce que bien sûr, Dans le Noir ne résiste pas au fait de montrer la créature dans son dernier acte.
Et chez Wan, les créatures, il y a toujours un truc très dérangeant. Elles sont pas juste horribles, il y a un truc très dérangeant sur lequel on n'arrive pas forcément à mettre le doigt. Et là, pas du tout en fait, c'est une créature tout ce qu'il y a de plus lambda, donc déception à ce niveau. Et je comprends pas comment ils ont pas pu essayer de travailler plus le design pour arriver à quelque chose d'un peu plus original, d'un peu plus archétypal aussi dans les peurs d'enfance. C'est la figure du boogeyman, la figure du croque-mitaine, je sais pas, une grande bouche, des grandes dents. Alors que dans le court-métrage, qui avait été produit il y a quelques années par Sandberg, et réalisé donc, eh ben, la créature est 10 fois plus originale et 10 fois plus flippante, alors qu'elle a dû être faite en une après-midi sur After Effects. C'est un effet tout ce qui est de plus élémentaire, qui est cheap, et ça se voit que c'est cheap, mais ça fonctionne parce que ça touche à un truc très, encore une fois, dérangeant. C'est pas juste faire de l'horrible pour l'horrible, ça détourne en fait des figures auxquelles on est habitué, pour qu'on puisse juste avoir cette espèce de frisson qui est encore pire parce qu'on peut pas l'identifier. Bref, tout ça étant dit, ça n'empêche pas qu'il y a quand même, encore une fois, quelques fulgurances de mise en scène, mais vraiment, ce qui m'a le plus frappé, c'est que ça fait très longtemps que j'ai pas vu un film d'horreur aussi mal écrit. C'est vraiment incroyable. Alors je sais que récemment, il y a aussi d'autres films, genre Unfriended, Ouija et tout ça, qui sont sortis, qui ont l'air assez daubés, et peut-être qu'ils sont encore plus mal écrits, vraiment, peut-être que ça passe... C'est encore un autre niveau, mais je les ai pas vus, donc je parle vraiment par rapport à ma propre expérience. Et là, vraiment, de A à Z, je comprends pas, en fait, comment certains choix ont pu être faits. Le film est perclus d'incohérences, vraiment sur tous les personnages. Et c'est terrible, parce que particulièrement dans le domaine de l'horreur, il y a un besoin d'identification, c'est ce qui va décupler la peur. On a besoin de s'identifier aux personnages. Et si le film est tellement bourré d'incohérences qu'on ne peut pas s'identifier, qu'on est constamment projeté hors du film, parce qu'on se demande comment quelqu'un peut réagir comme ça et que ça n'a pas de sens, eh ben ça nuit vraiment à tout le travail de tension qui est derrière. Après, je crois qu'un film d'horreur totalement cohérent, bien sûr, ça n'existe pas, mais je vais revenir un tout petit peu plus tard. Mais quand même, il y a une limite en dessous de laquelle il faut rester. Et là, dès le départ, le film commence super fort. Toute l'intro du film, en fait, c'est un clin d'œil au court-métrage d'origine, avec la même actrice qui est dans un hangar avec son boss. C'est tard le soir, en fait, ils sont plus que 2 dans le hangar. Et on reprend en fait le gimmick du court-métrage avec la nana qui va éteindre la lumière, elle voit une forme, donc elle rallume la lumière, la forme disparaît, et plusieurs fois elle va éteindre et rallumer, et elle voit cette forme, elle comprend pas trop ce que c'est, et elle va éteindre une fois de trop, et la forme va être beaucoup plus proche, et là elle va comprendre qu'il y a un truc vraiment qui déconne. Donc elle va courir en fait pour aller voir son boss, qui est joué par Billy Burke, un acteur que j'aime beaucoup. Et le boss est au téléphone, il y a cette scène surréaliste en fait, où elle arrive en trompe dans le bureau et dit Mec, il y a vraiment un truc horrible dans le hangar, il y a une source de menace, il y a un truc qui va pas, quoi. Et le mec au téléphone, il écoute pas trop, il a la tête, fait quoi, qu'est-ce qu'il y a? Donc elle répète, il y a vraiment un truc horrible, il faut que tu viennes voir. Le mec fait, non mais désolé, il faut vraiment que je prenne l'appel. Et elle, quelle est la réaction? Elle fait, d'accord, mais fais attention quand tu sortiras. Et puis elle se casse. Qui fait ça? Ça n'a aucun sens. Et là, c'est pas comme s'il s'agissait de l'héroïne du film et qu'il fallait la garder pour plus tard et qu'il fallait justifier le fait qu'elle survive à cette soirée. Ça n'a rien à voir. Cette actrice n'est là que pour l'introduction, elle ne reviendra jamais dans le film. Et c'est pas comme si c'était une incohérence qui était compliquée de résoudre. Là, il suffisait pour avoir un truc à peu près cohérent que la nana fasse bon, ok, je vais attendre juste qu'il finisse son appel, je reste dans l'entrebâillement de la porte, j'attends un tout petit peu et après on va voir ensemble. On reste ensemble, on reste groupés pour augmenter les chances de survie. Et là, je sais pas, la caméra se remet sur le mec qui téléphone et il entend un cri hors champ, ce qui signifie que la nana a été tuée. Et là, il va voir ce qui se passe, c'est suite de la scène, qui est exactement comme dans le film pour la suite de la scène, parce que le mec va aller voir, forcément. Ça aurait été beaucoup plus logique. Sauf que là, non, le film prend ce parti pris d'écriture pour une raison qui m'échappe totalement. Il n'y a pas besoin d'être un génie, sincèrement, pour arriver à donner un petit peu plus de sens dans cette scène. Ensuite, le film n'arrête pas. Il enchaîne les cas de figure, comme ça. Comme le fait que l'héroïne, toute son enfance, en fait, elle a vécu ce que son demi-frère est en train de vivre. Sauf qu'elle va mettre 3 plombes à percuter. Et en fait, quand elle voit que le gamin a clairement un souci, qui dort pas et qui voit qu'il y a un truc qui tourne, qui cloche dans la maison, elle va pas du tout en parler, elle va pas du tout prendre en compte cette information et la relier à son background. Et au bout d'un moment, je veux bien qu'il y ait une forme de déni de sa part, parce que c'était difficile à encaisser quand elle était gamine et qu'elle a mis ça de côté. Mais au bout d'un moment, il y a déni et déni. Là, elle voit juste l'évidence sous son nez et elle va mettre 3 plombes à réagir. Et après, il y a le phénomène inverse, où en fait, après avoir enquêté un tout petit peu sur le background de sa mère et le background de ce que pourrait être la créature, elle va, au détour d'une scène, justement sortir complètement de son cul la solution du film. Alors que rien ne justifiait du tout qu'elle puisse arriver à cette conclusion. Le gamin, quant à lui, qui vit des trucs absolument horribles, qui voit clairement une forme sombre se balader dans la maison et menaçante. Et je veux bien croire qu'il a la peur en fait de ne pas être cru quand il va raconter ce qui se passe, mais il peut quand même
au-delà du fait de dire il y a une forme sombre qui disparaît quand j'allume la lumière, il peut dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la maison, chercher de l'aide et dire il y a une source de menace, je me sens pas en sécurité là-bas. Dans une très certaine mesure, c'est ce qu'il fait par rapport à la sœur, mais à aucun moment, il va dire que sa vie est mise en danger ou que la vie de sa mère est forcément mise en danger. Et aucun gamin ne ferait ça. Les gamins feraient « Au secours, il y a un truc vraiment flippant !» Donc, encore une fois, il y a un décalage complet entre le comportement des personnages et la manière dont n'importe qui se conduirait vraiment dans la vraie vie. Ce qui crée, en fait, un décalage, une distance par rapport à ces personnages, où là où, au contraire, il faudrait avoir une proximité, quoi, et se sentir investi dans ce qu'ils font. Là, c'est pas le cas. La mère aussi, qui est prétendument censée être folle et qui est écrite comme ça pendant une bonne partie du film, où elle va dire des trucs à son fils, comme par exemple, je crois qu'on a besoin de passer du temps ensemble, on va se faire une soirée ciné ce soir, ciné popcorn, machin. Elle lui dit, oh génial. Et elle dit, ah ça va nous faire du bien à tous les trois. Et ils sont que deux dans la maison. Et dans le contexte d'une personne écrite, enfin comme un personnage fou, ça pourrait passer ce genre de choses. Mais la suite du film nous montre qu'elle n'est pas folle. Et en fait, son rapport au fantôme est pas du tout celui qu'on croit. Et en fait, ça rend complètement caduque le fait d'écrire le personnage comme ça pendant les 2 tiers du film. Ça nie, en fait, l'écriture du personnage. Et il y avait moyen de jouer sur le paradoxe ou l'incertitude, est-ce qu'elle est folle ou pas, de manière un petit peu plus subtile et un petit peu moins poète. Là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment de l'écriture paresseuse, parce que sur le moment, ça va créer un petit inconfort où on se dit « Oh là là, comment ça, 3 ?» Elle est complètement en train de dérailler. Mais direct, derrière, quand on sent qu'en fait, on a été floué, mais pas de manière subtile, et qu'en fait, c'est juste le film qui a été un peu cheap à ce niveau, et encore une fois, ça réduit à néant toute la sorte de tension qu'on peut avoir. Donc tout ça, tout ce qui peut relever dans une certaine mesure pour certains de pinaillage, mais qui n'en est pas vraiment, comme on va le voir après, tout ça pour en venir à la thématique des incohérences dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Les incohérences, c'est un truc assez particulier, c'est un truc qui m'interpelle beaucoup en ce moment. C'est pour ça aussi que j'avais axé la chronique sur Frayeur, sur les incohérences, et sur le fait que les incohérences sont pas forcément aussi négatives qu'on pourrait le penser dans tous les cas. Le fait est que on va souvent critiquer un film par rapport à ces incohérences, en disant que forcément les incohérences font sortir du film. Et c'est ce que j'ai fait, là, à l'instant. Mais en fait, c'est pas toujours le cas. Là, pour moi, ça l'est par rapport à ce film, mais c'est pas toujours le cas. En fait, il existe plusieurs types différents d'incohérences. Personnellement, j'en vois 4. Tout d'abord, on va dire, il y a les incohérences créatives, artistiques, en fait, où les incohérences sont volontairement mises dans un film pour créer toute une atmosphère et perdre volontairement le spectateur. Là, bien sûr, je pense par exemple au travail d'un David Lynch. C'est vraiment là pour servir un propos et servir une démarche artistique. Ou un propos très abstrait, où il va falloir vraiment arriver à chercher et trouver soi-même le propos, mais c'est là pour une raison. Le deuxième type d'incohérence que je vois, j'appellerais ça les incohérences de dynamique. En fait, le format d'un film, vraiment le médium filmique, a des dynamiques qui lui sont propres, vraiment un rythme qui lui est propre. Et au bout d'un moment, faut sacrifier certains trucs qu'on ne pourra pas forcément traiter, ou en tout cas bien traiter. Et il y a certaines incohérences qui sont nécessaires pour avoir un film en fait, et un film qui va vraiment nous embarquer dans son atmosphère, nous embarquer dans tout ce qu'il est en fait. Et il y a besoin des fois de lâcher du lest et de se dire bon, il y a telle ou telle incohérence, mais c'est pas très grave. Tant que ça reste plutôt réduit et que ça nuit pas en fait à l'immersion globale, ça peut aller. Là, comme exemple qui me vient, il y a le premier Indiana Jones, tout simplement, Les Aventuriers de l'Arche perdue. En fait, Indiana Jones ne sert à rien dans ce film. S'il n'avait pas été dans le film, le dénouement aurait été le même. Les nazis auraient ouvert la boîte et se seraient fait défoncer par l'Arche d'Alliance. Donc en fait, c'est la méga incohérence du film, le fait que son héros ne serve à rien dedans, et c'est pas du tout un propos, il sert juste à rien quand on y pense et on fait « Waouh, mindfuck !» Mais au bout d'un moment, si Indiana Jones ne servait à rien, donc il n'était pas dans le film, on n'aurait pas un film Indiana Jones. Donc ça, c'est une des plus grosses incohérences de dynamique que je peux voir. Et les incohérences de dynamique, c'est pas quelque chose qui est grave. Après, on entre dans le cas des incohérences plus négatives. Le troisième type d'incohérence que je vois, c'est les incohérences de paresse d'écriture, en fait. C'est quand un scénariste ou plusieurs scénaristes ne vont pas arriver à vraiment bien gérer leurs arcs narratifs, vont laisser des zones dans l'ombre parce qu'ils n'arrivent pas à tout lier de manière cohérente, ou juste par pure paresse en disant « bon, c'est pas grave, ça passera ». Alors que ça passe pas, généralement. Donc là, je parlais par exemple de l'incohérence par rapport à la mer dans le noir. C'est l'exemple parfait de l'incohérence de paresse. C'est plus pratique pour créer un petit effet de suspense et d'inconfort à tel ou tel moment, mais globalement, ça va pas rester une incohérence inoffensive. Ça nuit juste à l'écriture du personnage qui n'a plus aucun sens. Donc ça, écriture de paresse, plus largement pour les écritures de paresse, j'ai envie de dire Prometheus.
Ouais. Et Prometheus, c'est un cas particulier, en fait, c'est une paresse qui voudrait créative, en fait. Alors le liquide noir qui touche un architecte, ça fait l'humanité, mais le liquide noir qui touche quelqu'un de l'humanité, ça fait un zombie, et le zombie qui couche avec une femme, ça fait un poulpe, et le poulpe qui pond dans l'architecte, bah, ça fait un proto-xénomorphe. Qu'est-ce que le liquide... Pourquoi? Non, quoi? Donc, pourquoi je parle de ça, merde? J'aurais dû faire intervenir le capitaine sur la question. Un jour peut-être. Et le quatrième type d'incohérence que je vois, qui est peut-être l'incohérence la plus négative qui soit, j'appellerais ça l'incohérence de système, en fait, où c'est particulièrement valable pour les gros films, où il y aura plein de sphères d'influence différentes entre le scénariste, le réalisateur, les financeurs, les producteurs, les actionnaires des gros studios, et ainsi de suite, à plein de sources de décisions différentes, là où au contraire il faudrait juste quelqu'un, une vision forte à la barre qui tienne vraiment la cohérence du projet. Non, là on va avoir à faire des œuvres Frankenstein, et j'en ai parlé plusieurs fois cette année dans d'autres après-séances, et là l'exemple le plus récent bien sûr c'est Suicide Squad. C'est des films Frankenstein qui n'ont plus aucun sens, plus aucune intégrité narrative, c'est la pire forme d'incohérence pour moi, parce que c'est même plus excusable par une dimension créative. Là, on a une pure ingérence d'une sphère extra-créative sur la sphère créative. Donc voilà pour les 4 types d'incohérences que je vois. Et la plupart des incohérences dans le noir que j'ai mentionnées jusque-là, la plupart, à mon sens, relèvent d'incohérences de paresse d'écriture, tout simplement. Après, peut-être qu'il y a eu des incohérences de système, je sais pas, ça c'est très difficile de savoir à moins d'avoir été mêlé à la production d'une manière ou d'une autre. Quand même mentionner une énorme incohérence de dynamique à la base du film, parce qu'on a affaire à une créature en fait qui n'existe que dans le noir. Dès qu'il y a une source de lumière, elle disparaît, elle n'a plus d'existence tangible. Sauf que si le film était vraiment très strict par rapport à son principe, eh ben, il n'y aurait pas de film, parce que tout se déroulerait dans le noir le plus complet et on ne verrait absolument rien. Là, les moments où on voit en fait la créature qui se découpe sur... si on la voit, c'est qu'elle se découpe sur une forme de lumière directe ou indirecte, donc elle ne devrait pas en fait être là. Après, on pourrait dire oui, mais en fait, elle ne disparaît que quand il y a suffisamment de lumière et suffisamment de lumière forte. C'est pas expliqué par le film, c'est juste bien pratique de laisser ça de côté. Mais ça, c'est une incohérence de dynamique, c'est pas du tout gênant. Donc je suis pas à cheval sur toutes les incohérences, au contraire. Au bout d'un moment, ça ne nuit pas du tout à la suspension d'incrédulité. On met ça de côté parce que c'est établi comme une règle tacite entre le spectateur et le film dès le départ, donc on peut y aller franco. Sauf que, par-delà les 4 types d'incohérences que j'ai mentionnés jusque-là, il y en a dans le film que je ne m'explique pas du tout. En fait, la toute première incohérence que j'ai mentionnée dans l'introduction du film, où la nana a dit « Bon, bonne soirée, fais attention à les créatures que je viens de voir dans le hangar en sortant », cette incohérence ne rentre dans aucun des types d'incohérences que j'ai mentionnés, parce qu'on ne peut pas se l'expliquer. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un génie pour écrire cette scène un tantinet différemment et lui faire avoir du sens. Là, il n'y a pas de paresse d'écriture à avoir, parce qu'il suffit juste de changer une ligne dans le script. Il n'y a pas d'incohérence de dynamique à avoir, parce que juste que la nana meure, en fait, même hors champ, ne changeait rien à la dynamique du film. Au contraire, ça en aurait encore apporté plus, et ça aurait été encore plus péchu quand le mec, d'un seul coup, se rend compte qu'il y a un problème et il fonce. Il n'y a pas d'incohérence de système, parce que ça coûte pas plus cher de tourner la scène d'une manière un petit peu différente, avec la nana qui est happée par le monstre. Il n'y a pas de contenu ambigu ou qui pourrait être très tranché, qui pourrait gêner certaines personnes. Non, il n'y a aucune chose qui justifie que cette scène soit écrite comme ça. Je ne comprends pas comment on peut arriver à ce type d'incohérence. Et l'incohérence la plus forte à ce niveau, que je m'explique pas dans le film, c'est le moment en fait où l'héroïne est avec son frère chez elle, il y a son petit copain qui allait faire des courses, ça frappe à la porte, et elle va ouvrir en croyant que c'est le copain qui revient des courses, elle ouvre et il n'y a personne. C'est la créature qui a frappé à la porte. Oh mon Dieu! Tout va bien jusque-là, sauf que le couloir est inondé de lumière, l'appartement de la nana est inondé de lumière, il n'y a aucune raison pour que la créature ait pu venir là et frapper. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est peut-être que juste avant le couloir est rendu sombre, parce qu'on voit que la créature peut un petit peu agir sur les lumières, et peut-être qu'elle a éteint le couloir, et le couloir s'est rallumé avant que la nana n'ouvre. Mais ça, faut un tout petit peu l'indiquer. Et même si c'était pas le cas, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça coûte au réalisateur de dire à son chef-op « Eh Bob, tu peux éteindre le couloir ?» Comme ça, quand la nana ouvre, elle a affaire à un couloir sombre, ce qui fait encore plus flipper, parce qu'on se rend compte directement, la menace est vraiment très tangible, elle est juste devant elle. Donc en plus de comprendre immédiatement que en fait c'est pas le mec qui a frappé, et ben là il y a d'un seul coup, on passe d'une scène où il n'y a pas de tension à une scène où il y a une tension dingue, parce qu'en fait la créature pourrait interagir avec elle directement. Donc là elle refermerait la porte directement en flippant.
Donc, ce serait beaucoup plus logique et beaucoup plus efficace en termes d'horreur que ça. Et même si, je sais pas, visuellement, c'est pas cool d'avoir un couloir sombre en face pour X raisons, eh ben on peut tout à fait imaginer que la nana ouvre la porte, le couloir est sombre pendant une fraction de seconde, et en fait, elle voit le couloir qui se rallume quand elle ouvre la porte. Donc il y avait plein de manières juste de gérer ça autrement. Et c'est pas comme si le principe de base était compliqué. Il y a de la lumière, le monstre n'est pas là. Il n'y a pas de lumière, le monstre est là. Un gamin de 3 ans pourrait juste se tenir de bout en bout à ce concept qui est une simplicité enfantine. C'est ce qui fait la force de ce concept. Et quand on a une scène comme ça, qui ne respecte pas son contrat de base et son principe de base, je suis désolé, déjà c'est stupide, parce que je comprends pas comment on peut en arriver là, et je pense pas qu'il puisse y avoir une erreur sur le tournage, ils oublient d'un seul coup qu'il faut avoir de l'obscurité pour justifier la présence du monstre. On n'est pas sur une production nanardesque du fin fond de je sais pas où, qui avait 200 € de budget et qui devait tout tourner en 3 heures. Là, ils avaient quand même une équipe, avec des gens qui s'occupaient de la continuité, avec... Ça n'a pas de sens, bordel de merde! Si vous avez des interprétations ou des hypothèses sur ce qui peut mener une production de ce type à être perclue de ce type d'incohérence-là, je comprends pas. Le réalisateur n'est pas con, au bout d'un moment, il a créé un court-métrage qui était vraiment cool, qui se tenait juste bien à son principe. Donc voilà, au bout d'un moment, peut-être que les incohérences sont maintenant tellement présentes sous toutes leurs formes dans ce type de production que ça a peut-être parasité l'esprit et que les gens font plus gaffe à ce genre de choses. Je ne sais pas, je ne me l'explique pas, et en tout cas, ça m'a beaucoup interpellé, et c'est pour ça que je fais cette appréciation aujourd'hui, c'était pour partager ce désarroi. Je suis désappointé, comme dirait Gary Oldman dans le 5e élément. Comment il s'appelle? Zod? Non, ça c'est Superman. Zorg! Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Merci Jimmy. Il est fort, Jimmy. Tout ça pour dire que par-delà l'exemple spécifique de ce film, il ne faut pas mettre toutes les incohérences dans le même panier. Il y a des incohérences qui existent, qui sont positives et qui sont inhérentes juste à la forme d'un film. Et il y a des incohérences qui font chier. Donc il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Et il faut savoir quel type d'incohérence, sur quel type d'incohérence on peut pinailler, qu'on peut reprocher à un film. Là, en l'occurrence, il y en a beaucoup. Et voilà. J'avais envie de vous faire ce petit après-séance parce qu'en plus, Halloween arrive, parlons horreur. La semaine prochaine, je vais vous faire 3 films à redécouvrir sur la thématique de l'épouvante et de l'horreur, parce que c'est approprié, vu la période. Après, il y aura un aparté, voire 2, et l'écriture sur le prochain Fossoyeur est en train de commencer. Et je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao tout le monde. Bye.